Bon, alors moi je me présente, je m'appelle Jonathan Benamou, je suis lauréat 2008 de Parler Entreprendre, donc j'ai créé Novapost en 2007 et j'ai fait, donc je vais essayer de retracer mon parcours et au fur et à mesure de vous expliquer les erreurs qu'on a faites, mais également toutes les opportunités qu'on a eues et qu'on a saisies pour vous montrer que finalement créer une boîte c'est beaucoup de chance, beaucoup de travail et pas mal d'obstacles à passer sans jamais perdre espoir et en se disant que de toutes les manières un jour ça pourra marcher. Alors moi j'ai fait une école de commerce, je suis sorti pendant la dernière année de mon école de commerce, j'ai rencontré quelqu'un, alors j'ai eu la chance de rencontrer Pierre Kosciusko-Morizet, que vous devez tous connaître, qui était tuteur, prof dans la majeure que je faisais et avec qui j'ai commencé à travailler sur une idée qui à l'origine était une idée assez ambitieuse qui visait à créer en gros la poste de demain, donc Novapost. Ça voulait dire, on était parti du constat de se dire qu'aujourd'hui en France, chaque particulier a 6-7 grands émetteurs de courrier, factures, EDF, GDF, France Télécom, vos banques, et chacun d'entre eux vous propose de vous dématérialiser, c'est-à-dire d'aller récupérer vos factures en ligne sur leur portail. Et le problème c'est qu'aujourd'hui on a une boîte aux lettres physique en bas de chez soi et chaque matin on va ouvrir la boîte aux lettres et on a tout dans cette même boîte aux lettres. La dématérialisation, ça préfigure une chose, c'est que chaque personne aille sur chaque site internet avec un login, un mot de passe différent pour chacun des sites, pour aller récupérer une facture sur chacun de ces sites. Et nous on s'était dit pourquoi on ne recréerait pas en fait cette boîte aux lettres physique sur internet et donc on créerait un coffre-fort électronique qui permettrait de recevoir toutes ces factures, ces relevés bancaires, etc. au même endroit. Donc ça c'était en fin 2006. On était hyper emballés, moi j'avais 22 ans et demi, donc je me disais c'est génial, j'ai Pierre Kosciusko-Morizet avec moi, je vais recréer la Poste de demain. Je vous rappelle que la Poste c'est 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, une puissance assez phénoménale sur le marché français et un pouvoir de nuisance et de lobby assez important aussi en France. Donc 22 ans et demi, fin de l'école, moi je me dis c'est génial. En plus on fait une présentation devant des investisseurs, des chefs d'entreprise, etc. qui nous disent tous que ça peut être une bonne idée et que ça n'existe pas encore. Donc Pierre me dit, donc à cette époque-là il faisait la une de tous les journaux, etc. me dit, bah écoute John, si tu veux, moi je t'accompagne, je suis un de tes premiers investisseurs, je t'accompagne dans le board, enfin au conseil d'administration. Et je te fais confiance pour te suivre. Donc moi je me dis bon, j'ai l'entrepreneur du web du moment qui me propose de monter un projet avec lui. Je sors d'école, j'ai envie de monter une boîte. J'ai pas trop réfléchi, j'y suis allé. Et là, j'ai fait une première erreur. La première erreur que j'ai faite, c'est que j'étais seul et je me suis dit il faut que je m'associe. Et donc je suis allé voir mes 3 meilleurs potes de promo, avec qui je buvais des coups et avec qui j'avais jamais travaillé. Qui avaient tous les deux 23 ans également, qui avaient tous les trois, excusez-moi, fait les mêmes études. Savaient autant de choses que moi, c'est-à-dire pas grand-chose. Et je leur ai proposé de venir, de rejoindre l'aventure en leur filant à chacun 25% des parts. Donc, première erreur, on a séparé le capital en 4, il n'y avait pas de patron, on savait tous faire pas grand-chose. Par contre, on avait Pierre Kosciusko-Morizet et pour nous, c'était juste génial, on allait tout réussir. Et surtout, je sortais d'une école où effectivement tout le monde nous disait vous êtes fabuleux, vous inquiétez pas, tout le monde va vous suivre, vous allez signer tous les clients que vous voudrez. Sauf que début 2007, donc on commence à travailler, je fais une deuxième erreur, je prends une colocation avec mes 3 associés. Donc ça c'est la deuxième erreur. La coloc était sympa, grande, etc. Mais bon, je vous raconterai qu'après ça a été compliqué quand on s'est séparés, pour se séparer aussi de l'appartement. Exactement comme un couple, hein. C'est-à-dire quand on prend un appart ensemble, après il faut régler tous les problèmes, il y a ça. Et troisième erreur qu'on fait, c'est que on se dit on va signer un doc entre nous, mais finalement on va pas trop le faire regarder, vers voir des avocats, ça coûte cher. Donc on verra après, et de toute façon comme on est potes, on se séparera jamais. Donc ça c'est milieu 2007, et ça commence, et finalement à ce moment-là on croyait qu'on créait une association de sport, c'est-à-dire qu'on n'était pas du tout dans l'idée de créer une boîte. Le chiffre d'affaires pour nous c'était pas important, il fallait simplement... Et finalement à 23 ans je pense que ce qu'on cherchait c'était un peu la représentation aussi vis-à-vis de nos copains qui étaient autour de nous. Voilà, on s'était pas mis vraiment dans ce mood de vraiment créer une boîte. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti en voyage de désintégration à la fin de l'année, enfin en juin. Et moi, je savais que si on revenait de ce voyage et qu'on n'avait pas, si vous voulez, un élément fondateur, finalement, cette association de foot, elle allait péricliter et puis on partirait chacun de son côté, aller travailler dans des boîtes un peu plus traditionnelles. Donc, on prend l'avion et vous allez voir qu'en fait... créer une boîte c'est beaucoup de chance. Je monte dans l'avion, on était 83 dans la promo, il y en a 82 qui se retrouvent au fond de l'avion, qui commencent à boire, etc. Et moi je me retrouve devant, tout seul, alors je sais pas, il y a eu un problème de billet d'avion. Et je me retrouve à côté d'une famille. Et je me dis dans 5 minutes je vais les rejoindre.
Et il s'avère que je me retrouve à côté d'une famille, qu'un mec sort, la personne qui était à côté de moi sort un livre sur lequel il y avait un python, donc un serpent. Alors moi qui n'étais pas pour un sou informaticien, je pensais qu'il aimait les serpents. Je me suis rendu compte rapidement que le Python c'était un langage informatique. J'ai commencé à lui parler de notre projet, il a accroché et 3 semaines après c'est devenu notre directeur technique. Donc on a rencontré notre directeur technique dans un avion, je suis jamais allé rejoindre les autres derrière, on a parlé pendant 3 heures du projet et finalement c'est comme ça que le projet est né. C'est-à-dire que si j'avais pas rencontré cette personne, on n'avait pas saisi cette opportunité, on n'aurait jamais créé Novapost. Bon. C'est pour dire que 3 semaines après, il devient notre directeur technique. On avait toujours cette colocation, nos bureaux étaient dans la colocation, donc ce directeur technique venait travailler chez nous. Donc autant dire que c'était un peu le bazar. Et là, on se dit, il va falloir qu'on lève des fonds parce qu'il va falloir qu'on commence à payer. Nos employés. Et puis surtout, comme on était 4 à ne pas savoir développer, il fallait qu'on recrute une vraie équipe technique. Donc on a eu de la chance, un deuxième coup de chance, c'est que 2007 c'est l'année d'élection de Nicolas Sarkozy, c'est l'année où il sort le paquet fiscal avec la loi TEPA et avec cette fameuse déduction de 75% sur l'ISF qui permettait à des investisseurs donc de réduire de 75% leur investissement dans une entreprise. Donc nous là on se dit on va lever, il nous faut 500 000 €, on avait un PowerPoint et c'est tout, et ça c'est fini, enfin on pourra revenir sur ces sujets là, mais je pense qu'actuellement c'est plus possible de lever de l'argent sur un PowerPoint. Mais bon, nous on était en 2007, on avait Pierre Comoriz avec nous, donc c'était notre grand credo. Et donc on commence à avoir des investisseurs et personne ne voulait mettre de l'argent parce que pour plein de raisons, jusqu'au moment où on leur a demandé de l'argent. En fait ce dont je me suis rendu compte c'est que lors de notre première levée de fonds, c'est moi qui m'en occupais. J'allais voir les gens en leur présentant le projet, en leur disant on va lever des fonds, et j'ai jamais osé leur demander de l'argent. Le jour où j'ai commencé à leur demander de l'argent, j'ai eu des oui. À chaque fois, les gens nous disaient oui. Donc une leçon que j'ai retenue comme ça, c'est n'hésitez pas à demander de l'argent à des gens et faites attention quand vous sortez d'un rendez-vous à réfléchir si vous avez demandé de l'argent pendant votre rendez-vous. Vous avez toujours l'impression de demander de l'argent, finalement vous ne demandez pas franco, est-ce que vous pourriez mettre 50 000 € pour une valorisation de temps. Et je pense que ça c'est un élément quand on crée une boîte qui est importante, c'est d'assumer ce qu'on demande. 50 000 € pour des gens qui en ont 10 millions sur un compte, c'est pas grand chose, alors pour nous ça paraît énorme. Si on les demande pas, ils nous les donneront pas. Voilà, donc ça je pense que c'est important. Donc on fait une levée de fonds de 500 000 € à ce moment-là, et on recrute nos premiers collaborateurs. Et là, j'ai une énième leçon que je retiens à ce moment-là, c'est que quand on crée une boîte, on a l'impression que toutes les personnes qu'on rencontre sont des stars. C'est-à-dire que l'investisseur qu'on rencontre est une star, l'employé qui veut venir travailler chez nous est une star, le développeur qui veut venir travailler chez nous est une star. On n'a pas le recul en fait suffisant pour évaluer les gens. Et l'erreur qu'on a faite, c'est qu'on n'a pas demandé d'aide à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a recruté nos premiers collaborateurs seuls. Et pour vous dire, juste 2 ans après, il n'y en avait plus aucun de cette période qui sont restés dans l'entreprise. Sur cette logique RH, justement, aujourd'hui, comment tu fais pour te poser les bonnes questions, recruter les bonnes personnes? Aujourd'hui c'est différent parce qu'on est un peu plus de 40, donc excusez-moi. On fait je suis pas le seul à voir les employés. Et d'ailleurs je les vois qu'au dernier entretien. Je pense que quand on crée une boîte et qu'on est seul ou qu'on est 2 ou 3 mais qu'on n'a pas les compétences dans le domaine d'activité, je pense qu'il faut demander à des gens qui ont une expertise de faire passer les entretiens avec nous. C'est-à-dire au moins un entretien de check à la fin pour savoir si on se plante pas avec les employés qu'on recrute. Donc on les recrute et en plus, au-delà de les recruter, on leur paye un salaire intéressant et on leur donne des parts. Donc on leur donne à chacun 2,5% des parts, parce que pour nous, encore une fois, à cette époque-là, 2,5% d'une association sportive, c'était pas grand-chose. Et ils sont chacun repartis avec plusieurs centaines de milliers d'euros 2 ans et demi après, et c'est pas nous qui avons racheté leur part, parce qu'en plus dans le pacte d'actionnaires, on n'avait pas les bonnes clauses pour acheter en premier les actions des salariés. Bon. Donc voilà, donc on embauche ces 3 personnes, et puis là on commence avec notre fameuse idée de créer la Poste de demain. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé voir le présupposé de tout ça, c'était d'essayer de convaincre les grands émetteurs, EDF, GDF, France Télécom, etc., de nous confier leurs factures. Donc vous imaginez à cette période, en 2007, un gamin, je le suis toujours, mais de 23 ans, aller voir le directeur marketing d'EDF et lui demander de nous confier ses 26 millions de factures mensuelles, avec une technologie qui n'existait pas encore, avec quelques centaines de milliers d'euros sur un compte et aucune garantie, aucune référence. Autant dire que pendant 1 an, en fait, en 2008, on a fait le tour de tous les grands émetteurs, il n'y en a pas un qui
qui allait plus loin que 1 ou 2 rendez-vous. Enfin, il y en a un, et on n'a pas eu de chance, c'était Ten Mobile, mais Ten Mobile s'est fait racheter 6 mois après par Orange, donc on a perdu cette LOI qu'on avait eue. Mais c'est pour dire que finalement, ce qu'on a compris entre 2007 et 2008, c'est qu'on avait devancé le marché et on n'avait pas écouté le marché. C'est-à-dire qu'on avait voulu créer notre propre produit et on ne l'avait pas testé. De la même manière qu'on avait recruté des employés qui nous paraissaient être des stars, le projet nous paraissait être un projet extraordinaire parce qu'on ne l'avait pas confronté au marché. Si on avait confronté un tout petit peu au marché, on aurait compris 2-3 trucs qui nous auraient fait dire ok, c'est quand même compliqué de créer la Poste. C'est quand même compliqué d'aller convaincre des grands émetteurs quand on est personne. C'est quand même compliqué d'aller les convaincre de nous filer leurs factures, alors qu'aujourd'hui, dans une relation dématérialisée, le dernier lien entre l'émetteur et le client, c'est la facture pour les attirer sur leur site. Mais pendant 2 ans, on a été totalement aveugle. C'est-à-dire qu'on s'est pas retourné vers l'extérieur. Et on est allé bien en tête à essayer de les convaincre. Donc 2007-2008, on fait 0 € de chiffre d'affaires. On avait levé que entre guillemets 500 000 €, mais 500 000 € ça permet pas de tenir très longtemps. Et en plus on était 4 associés et ça commençait un peu à chauffer parce que comme quand il n'y a pas de chiffre d'affaires, il y a aussi voilà, c'est toujours la faute de quelqu'un, on trouve toujours un bouc émissaire pour essayer de comprendre pourquoi il n'y a pas de chiffre d'affaires. Donc fin 2008, on a une chance extraordinaire encore une fois, on rencontre la DRH d'M6 qui par le plus grand des hasards et qui nous dit c'est marrant ce que vous voulez faire sur 26 millions de factures, sur 26 millions de relevés bancaires, nous on pourrait le faire sur 1300 bulletins de salaire qu'on envoie chaque mois par la poste et qu'on imprime, qu'on met sous pli, qu'on affranchit, on se plante souvent d'un employé à un autre, donc on envoie le bulletin de salaire de quelqu'un à la place de l'autre. En fait finalement avec votre solution vous pourriez prendre les bulletins de salaire, les envoyer dans des coffres-forts électroniques pour les collaborateurs qui retrouveraient chaque mois leur bulletin de salaire non plus sous format papier mais sous format électronique. Alors nous ça nous paraissait être quand même ça nous paraissait être intéressant et on commence là pour le coup à en parler autour de nous et on voit qu'effectivement il y a 0% des bulletins de salaire en France qui sont dématérialisés. Je sais pas, je pense que dans cette salle tout le monde reçoit son bulletin de salaire sous format papier. Et on étudie un peu le marché, on étudie un peu la législation parce que la dématérialisation c'est très lié à la législation et on se rend compte qu'on peut tout à fait le faire et que personne ne l'avait fait avant. Donc on lance un test, alors là on n'a même pas signé de contrat, c'est-à-dire qu'on dit à M6 ok on le fait gratuitement. En 2008, fin 2008, et on rencontre un député à un moment qui nous dit ah, c'est intéressant comme sujet, on va y réfléchir. Mars 2009, les députés modifient le code du travail et insèrent la dématérialisation du bulletin de salaire. Donc autant dire qu'en fait, le fait d'en parler, de parler de son idée un peu partout, ça permet d'avoir si vous voulez, de créer des événements, des contingences qu'on n'aurait même pas pu imaginer à un moment ou à un autre. C'est-à-dire, le fait d'en avoir parlé à ce député, totalement au hasard, a fait que derrière il y a une loi qui est sortie qui nous a permis d'être seuls sur un marché où effectivement l'encadrement législatif était intéressant. Donc début 2009 on se retrouve avec effectivement un premier client, une loi, des journalistes qui commencent à s'intéresser à la dématérialisation des bulletins de salaire, sachant que c'est quand même pas un sujet très sexy, mais on commence à faire la une de management, de capital, on a des articles un peu partout et on se dit waouh, il se passe un truc et on relève des fonds en 2009. Donc là, on fait attention quand même à la manière dont on relève des fonds, on donne plus de part à des employés dont on n'est pas sûr. On relève des fonds en 2009, on travaille vraiment sur l'offre, sur le marketing de l'offre. Et 2009, on fait 92 000 € de chiffre d'affaires. Donc c'est-à-dire que si on fait 3 ans de cumulé, on a fait 92 000 € de chiffre d'affaires. Donc autant dire que fin 2009, on est quand même un peu tendu parce que on a beau persévérer, il y a un moment où nos investisseurs nous demandent de gagner de l'argent. Et en revanche, voilà, on s'est repositionné sur un marché qui sont les RH, sur un marché qui est plus concentré, où les interlocuteurs sont plus simples à contacter. Et là, à ce moment-là, on se dit, on n'est peut-être pas bien armé, il faut qu'on recrute des gens à l'extérieur qui sont peut-être un peu meilleurs que nous sur ce domaine-là, et on va chercher le patron d'une grosse boîte de paye, quelqu'un qui dirigeait une boîte de 300 personnes, qu'on attire en lui donnant des stocks et en le payant bien, parce qu'on s'est dit qu'il fallait peut-être investir sur ça. Et on va chercher, et on se dit il faut aussi recruter des commerciaux parce que nous on n'a pas ça dans le sang. Et là j'ai découvert qu'effectivement le métier de commercial c'était un vrai métier et que quand on n'est pas formé au commerce, surtout grand compte B2B, c'est assez compliqué. Donc 2010, on met tout ça en place et là on décide, et voilà, et là l'équipe était prête, sauf qu'on commence à avoir des petits problèmes entre associés. Et là on décide, pendant début 2010, on se dit on peut plus rester à 4, il faut qu'on fasse quelque chose.
Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est pas dit ça à 4, on s'est dit ça à 2. Et puis, et en fait, pendant toute l'année 2010, on s'est monté la tête, alors qu'on savait exactement début 2010 qu'il fallait qu'on se sépare. On s'est monté la tête pendant tout 2010, c'est-à-dire qu'on a passé 50% de notre énergie à essayer à chaque fois de se dire il y en avait un qu'on voulait virer, il faut qu'on lui dise qu'il faut qu'il parte, etc. Ça a mis une ambiance pitoyable dans la boîte, on se parlait plus. Et un jour, c'est même pas nous qui lui avons dit, c'est le troisième qui avait compris qu'on voulait se séparer de l'autre qui est allé le voir en lui disant écoute, il faut que tu partes. Donc ça a été extrêmement compliqué à vivre. On a regardé le pacte d'actionnaires à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas signé le bon pacte d'actionnaires, donc finalement qu'il pouvait garder ses parts en partant. Donc on le virait mais il gardait 100% de ses parts. Le quatrième nous a annoncé qu'il partait aussi, parce qu'il voulait rejoindre un autre projet. Donc on s'est retrouvé à 2, mais avec 40% des parts qui restaient à l'extérieur. Alors moi la leçon que j'en retiens, c'est que 1, il ne faut jamais monter une boîte à 4. 2, il faut toujours monter une boîte avec des gens qui sont complémentaires. Même si c'est un copain, c'est-à-dire que moi je suis pas contre le fait de monter une boîte avec un copain, mais il faut vraiment avoir des compétences totalement différentes et totalement complémentaires. Et la troisième chose que je retiens, c'est quand on monte une boîte, la première chose qu'il faut faire, c'est s'asseoir autour d'une table avec ses associés et essayer de définir quelles sont nos valeurs, quelles sont nos ambitions pour cette entreprise. Moi je sais que, typiquement, je l'avais pas fait et je me suis rendu compte que y en avait un qui voulait faire un coup financier, il y en avait un autre qui voulait garder cette boîte pendant toute sa vie, il y en avait un autre qui savait pas, il y en avait un autre qui faisait ça pour le regard des autres, il y en avait un qui faisait ça parce que c'était vraiment le métier qu'il voulait faire. Et on n'avait pas fait ce travail-là. Si on l'avait fait, on aurait su exactement ce qui se passait. Donc moi, j'ai monté quelques autres boîtes à côté. Le premier truc que je fais à chaque fois, c'est quand je choisis un associé, c'est ok, qu'est-ce que tu veux faire ? Voilà, autant dire qu'on a passé beaucoup de temps à essayer à construire cette boîte, à poser les fondamentaux. Mais aujourd'hui, c'est une société qui fonctionne plutôt bien, et donc on a fait 4 levées de fonds, on a levé plus de 5 millions d'euros depuis le début, et on essaye de ne pas refaire les erreurs qu'on avait au début, même si on en fait toujours beaucoup, parce que par exemple la personne que j'ai recrutée qui venait d'une grosse boîte, etc., à qui j'avais filé des parts, c'était une star pour moi à l'époque, et aujourd'hui elle est sur le départ parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas vraiment la personne qu'il nous fallait. Donc mine de rien, on a toujours l'impression d'apprendre de ses erreurs. Je pense qu'il y a quelqu'un qui dit, le fondateur de 37 Signal, je sais pas si vous connaissez, dit qu'il faut mieux apprendre de ses succès que ses erreurs, parce que de toute façon on refera toujours les mêmes erreurs, donc autant essayer de reproduire les mêmes succès, comme ça ce sera plus simple. Voilà.